Salut, c'est Mister P. Bienvenue sur ma chaîne. Je te parle dans ma chaîne de foi chrétienne, je te parle de business, je te parle de santé. Aujourd'hui, je suis dans la deuxième partie du thème de santé dont j'ai commencé il y a quelques jours sur le cancer de la prostate. Si tu me suis, tu sais que j'ai déjà parlé de la définition. J'ai un peu défini c'est quoi un cancer, c'est quoi la prostate et c'est donc quoi un cancer de la prostate. J'ai parlé un peu d'épidémiologie. En épidémiologie, j'ai parlé un peu de qui sont les personnes à risque de faire le cancer de la prostate. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Ça constitue environ un quart des cancers de l'homme sont dus au cancer de la prostate. C'est très important de mentionner cela. J'avais oublié cela. C'est très important de mentionner. Alors, j'ai commencé à mentionner, à parler de manifestations cliniques. En fait, comment est-ce que le patient qui a le cancer de la prostate, comment est-ce que ça se manifeste? Et j'ai parlé un peu sur les symptômes du bas appareil urinaire. C'est très important de mentionner que ces symptômes et avoir ces symptômes ne voudrait pas forcément dire que vous avez un cancer de la prostate. Ça peut être ce qu'on appelle une hyperplasie bénigne de la prostate, qui est une croissance importante de la prostate, mais sans toutefois qu'il y ait des cellules cancéreuses. D'accord? C'est une hyperplasie bénigne. Ça peut être aussi appelé comme une tumeur, mais elle est bénigne. Quand la tumeur est bénigne, ça veut dire que ça n'a pas une capacité à se métastaser. Donc c'est local, c'est localisé. Or, quand ça a la capacité de se d'aller, d'envahir d'autres organes, on appelle ça une tumeur maligne ou encore un cancer. Alors, comme d'autres symptômes, on a des symptômes qu'on appelle les symptômes euh, généraux, souvent syndrome constitutionnel, la fatigue, perte de poids, voilà, des symptômes comme ça là. Et très important aussi, je ne dois pas oublier de mentionner, on peut parfois avoir le sang dans les urines, ce qu'on appelle l'hématurie, ou parfois on peut juste avoir les urines soit totalement sang, ok, totalement du sang. Et bien sûr, pour ceux qui m'écoutent, ils savent que l'hématurie, généralement, ou le sang dans les urines est classifié. Ça peut être initial, ça peut être terminal, ça peut être total. Ça peut être au début, ça peut être à la fin, ça peut être tout le long de la miction. Alors, ça, c'est un peu la manifestation clinique. C'est-à-dire, comment est-ce que cette maladie se présente? OK? Maintenant, comment est-ce qu'on fait le diagnostic? D'accord? Généralement, quand une personne se présente à l'hôpital, ok, le médecin consulte le patient. Durant la consultation, le médecin vous fera euh, un toucher rectal. Ok? Toucher rectal, c'est très important de mentionner cela. Le toucher rectal, c'est un examen qui est fait avec les doigts où le médecin va, bien sûr, après avoir mis ses gants, passera l'index au niveau de l'anus pour palper ou pour toucher, pour ressentir la prostate. D'accord? Vous voyez, c'est très important ce que je dis. Si tu as bien suivi ma précédente vidéo sur le cancer de la prostate, ça c'est la deuxième partie, tu as bien suivi la première partie, je te faisais savoir que dans la relation anatomique, c'est-à-dire les liens en termes de positionnement des structures, je te disais que la prostate, de en haut, au niveau proximal, on a la vessie, au niveau antérieur, on a l'urètre, au niveau postérieur, on a le rectum. D'accord? Donc, ce n'est pas étonnant pour toi lorsque je te dis qu'on passe par le rectum pour toucher la prostate. Qu'est-ce qu'on recherche? Lorsqu'on touche la prostate, on veut essayer de ressentir, est-ce qu'il y a un changement morphologique? Est-ce qu'il y a une destruction de l'architecture de la prostate? Parce que, bien évidemment, tu peux t'imaginer, comme tu pourrais t'imaginer, lorsqu'il y a un cancer, il y a une destruction de l'architecture de l'organe affecté. Donc, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est très important de le dire. On peut avoir un toucher rectal normal, mais on a une personne qui fait un cancer de la prostate. Pourquoi? Parce que le toucher rectal, bien que important,
est un examen qui dépend de l'expérience du médecin. D'accord? C'est clair à comprendre qu'un médecin chevronné qui a plusieurs années d'expérience sera plus amène voilà, d'être capable de déceler ces petits changements qui peuvent parfois être très subtils. Comparé à quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience, bon, je pense que ça s'explique. C'est trivial, quoi. Alors, donc, c'est très important. Votre médecin, il vous fera ce toucher rectal. Il le fera, j'en suis sûr. Il fera ce toucher rectal. Et à la fin de cela, il aura encore plus d'arguments. De toute façon, le plus souvent, on commencera par un examen biologique. Dans ce cas, la PSA, encore appelée l'abréviation pour Prostate Specific Antigen, c'est un nom anglais. Donc, le dosage de cette substance, qui est d'ailleurs c'est une substance qui est produite par la prostate, normalement bien sûr, mais on dose pour avoir une idée de la quantité, parce que la quantité nous donne une idée si ça pourrait nécessiter un bilan plus approfondi. D'accord? Bien sûr, si tu regardes ma chaîne, toujours, mon disclaimer, je ne te donne pas tout façon des choses qui sont un peu techniques. Je n'aime pas entrer dans les détails. Je préfère que si tu as des questions, tu te rapproches à ton médecin, il pourra davantage t'expliquer. Tout compte fait, au moins aujourd'hui, tu connais ce qu'on appelle PSA. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait un dépistage, il est conseillé d'ailleurs aux hommes à partir de l'âge de 50 ans de faire des dépistages, pour doser cette substance, la PSA, pour voir comment est la valeur. Cela pourrait amener à faire un bilan plus approfondi. Alors, donc, en fonction de comment est la PSA, en fonction du tableau clinique, bien sûr, c'est-à-dire que ce que tu as comme symptômes et ton état général et tout ça, le médecin pourrait pousser des examens approfondis, tels que une échographie, d'accord? Une échographie de la prostate, ok? Parfois, plus loin, il peut demander d'autres bilans morphologiques tels que l'IRM, ok? Mais l'examen définitif pour faire un diagnostic de cancer, c'est faire une biopsie, d'accord? C'est faire une biopsie, c'est-à-dire prélever le tissu et faire une analyse anatomopathologique pour étudier le type de cellules, d'accord? On a les anatomopathologistes qui vont faire cet examen pour vraiment être capable de savoir quel type de cellules est-ce qu'on retrouve. Le plus souvent, le type de cellules qu'on a, je ne mentionnerai pas ici, les médecins le savent. Voilà, en fonction de ça, on pourra te faire un diagnostic. Si vous êtes atteint d'un cancer de la prostate, on vous dira en fonction du stade, parce que ayant la maladie, pour connaître les lignes thérapeutiques, il faut qu'on stratifie l'état dans lequel vous êtes. D'accord? On stratifie votre maladie, on grade votre maladie. Et puis, en fonction du grade où vous êtes, on vous donnera maintenant les choix thérapeutiques. Si c'est conseillé de plutôt faire une chirurgie radicale, appelée prostatectomie radicale, ou des mesures qui sont moins strictes, moins rigoureuses, quoi. Donc, peut-être radiothérapie, parfois une combinaison de ces traitements, soit chirurgie et radiothérapie, chimiothérapie. Voilà. Alors, je t'amène donc dans le couloir où je veux t'amener. Comment éviter? Comment éviter dans le cancer de la prostate? Je tiens encore à te dire, mes conseils ne doivent pas remplacer les conseils de ton médecin, de ton praticien. D'accord? Mon conseil pour toi, le conseil que je pourrais te donner, premièrement, si tu fumes, c'est-à-dire je vais aborder les facteurs de risque. J'ai mentionné le tabac. Si tu fumes, mon conseil pour toi, évite le tabac parce que cela est un facteur de risque connu, non pas seulement pour le cancer de la prostate, mais pour d'autres maladies. J'ai mentionné la crise cardiaque la semaine passée. Donc, à part le tabac, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre?
bien sûr, si tu as à partir de l'âge de 50 ans, il est important pour toi de faire un dosage déjà de la PSA. OK? Ton médecin te dira à quelle fréquence il est mieux conseillé, dépendamment de le contexte en fait. OK? Donc, dépendamment de comment est ton taux, franchement, ton médecin te dira si tu devrais faire ça tous les ans ou tous les 3 mois pour contrôler. Bref, déjà, si tu as au moins l'âge de 50 ans, mon conseil est de pense à faire le dosage de la PSA. Et je tiens juste à dire quelque chose. Il m'a été demandé, lorsque je préparais cette vidéo, une question à savoir, est-ce que le fait d'avoir multiples partenaires sexuels pour un homme prédispose au risque augmente, accroît le risque de faire un cancer de la prostate? Ben, les études que j'ai vues disent oui, je pourrais attacher la référence dans le lien de description. Et l'explication qui est donnée, en fait, c'est que avoir multiples partenaires sexuels augmente la probabilité de faire des IST, ok, ou MST, et puis cela augmente les risques de faire un cancer de la prostate. Ça, c'est très important. Autre chose qui m'a été demandée, c'est est-ce que si j'ai un rapport sexuel tardif, ça augmente mon risque de faire un cancer de la prostate? En fait, cela, selon les études bien sûr dont j'ai pu avoir à ma disposition, c'est vrai. Les études montrent qu'une éjaculation fréquente réduit le risque de la survenue d'un cancer de la prostate. Alors, j'espère avoir répondu à certaines de tes questions et de tes préoccupations. C'est voilà, c'est ce que je pouvais faire pour éduquer sur cette maladie qui affecte beaucoup d'hommes, surtout les hommes âgés, nos grands-parents, nos parents. Donc, cette vidéo vient à la demande de certains de mes proches. Et si vous avez aimé, bien sûr, je vous prie, et abonnez-vous à la chaîne, partagez avec vos proches. Cela dit, prenez soin de vous. Let's go!